à tous, je suis Virginie Gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Aujourd'hui, pour cette nouvelle saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. En effet, je partage le micro avec une invitée prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. J'ai le plaisir d'échanger avec Élodie Milzarek, sémiologue et linguiste, et nous avons un point commun qui est l'analyse du langage corporel et plus particulièrement la synergologie et maintenant l'analyse de la démarche. Bonjour Élodie. Bonjour Virginie. Alors Élodie, tu es sémiologue, mais pas que. Tu t'intéresses à tout ce qui parle de la langue et sa sémantique, à nos gestes et à nos comportements, car finalement tout cela parle de nous. Alors pour commencer, je te laisse te présenter un peu ton parcours. Oui, alors c'est vrai que la sémiologie est une discipline qui n'est pas très connue et c'est dommage parce que elle est assez passionnante. En fait, c'est une discipline qui est issue de la linguistique et qui utilise les grilles d'analyse, de lecture et la méthodologie de la linguistique pour l'appliquer à des systèmes de signes qui ne sont pas verbaux. Donc ça peut être par exemple la circulation dans une pièce. J'ai fait un peu de muséographie en ce sens-là, on parle de sémiotique de l'espace, mais ça peut être effectivement, et ça c'est le domaine qui t'intéresse et que tu connais, l'analyse du non-verbal, et puis ça peut être l'analyse des symboles, donc par exemple sur une bouteille d'eau, qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette, comment est-ce qu'il y a un récit, un narratif qui est construit à partir de ces signes-là. Donc voilà, il y a des applications qui sont vraiment diverses et variées, mais c'est une seule discipline, une seule méthode, et c'est ça qui la rend aussi savoureuse, c'est qu'en fait quand on a compris comment est-ce que ça s'applique, on peut s'amuser à tout observer. Il y avait même un linguiste, Joseph Courtès pour ne pas le citer, qui s'était amusé à observer les comportements des gens dans un enterrement par exemple. Et donc il avait fait, c'est pratiquement une règle de mathématiques, il y a une sorte d'algorithme de plus tu es proche du corbillard, plus tu es habillé en foncé et plus tu es silencieux, et l'inverse étant vrai. Donc en fait, quand tu rencontres des vrais sémioticiens, c'est carrément des mathématiciens qui appliquent des règles de lecture au comportement humain. Bref, passionnant. C'est assez passionnant et bluffant, je trouve. Ok, super. Alors Élodie, raconte-nous un peu comment tu exerces ton art finalement, quelles sont tes activités aujourd'hui? Alors, elles sont multiples du fait de cette discipline qui s'applique à beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que je me suis quand même beaucoup orientée sur l'aspect plus comportemental. Alors, on va dire qu'il y a une activité qui est plutôt une activité de conférence, de formation, à destination de chefs d'entreprise, de managers ou forces commerciales. Et puis, j'ai une activité qui est peut-être plus en lien avec la sémantique. Et là, je travaille main dans la main avec des agences de communication ou de relations publiques. Souvent, quand une personnalité veut prendre la parole dans cet espace public, on commence à s'interroger sur comment elle est perçue, qu'est-ce qu'elle dit, comment est-ce qu'elle le dit, mais ça peut être aussi l'analyse, par exemple, de mails envoyés à tous ses clients, comment est-ce qu'on se positionne, qu'est-ce que ça raconte, et puis ça peut être aussi de la stratégie de marque, une publicité, comment est-ce que la marque transmet certains types de valeurs, quels sont les messages qu'elle défend, comment est-ce que c'est perçu. J'ai pas mal travaillé aussi sur la question de la raison d'être. Par exemple, depuis la loi Pacte, on peut inscrire dans les statuts juridiques de l'entreprise sa raison d'être, quelle est la mission, quelles sont les valeurs qui réunissent les collaborateurs au sein de l'entreprise. Voilà, plein d'activités du coup. Alors finalement, si je comprends bien, tes clients, c'est les entreprises, un peu toute taille, tout secteur d'activité. Exactement, principalement, mais le grand lancement pour 2025, et ça tu es un peu au courant parce que tu vas m'aider là-dessus, notamment sur la partie financement et OCO, c'est justement d'ouvrir au très grand public sur cet aspect comportemental, de transmettre des outils d'analyse qui permettent de lire les intentions des autres, et parce que je crois que là-dessus, c'est qu'on soit manager, qu'on soit négociateur, qu'on soit personnel soignant, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmier, qu'on soit professeur, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent également compléter ce type d'activité-là à merveille. Ok, super. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez toi la plupart du temps? Parce que j'imagine bien que les demandes sont un peu différentes, mais c'est quoi finalement les objectifs? Et il y a une recherche de sens, d'utiliser le sens. Merci de remettre sur le devant de la scène ce mot, parce que j'en ai pas parlé, mais la sémiologie, c'est vraiment l'analyse du sens. Séméion, le signe, logos, le discours sur le signe, mais en fait le discours qui vise à révéler le sens. Et de ce point de vue-là, j'aime bien avoir cette vision du sémiologue comme un détective, mais aussi comme
comme un révélateur, quelqu'un qui vient montrer ce qui n'est pas visible du premier coup d'œil, mais qui est bien présent. Dans les discours, typiquement, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'implicite, mais tous les aspects aussi non conscients qui peuvent, au détour des mots, au détour des structures de phrases, raconter beaucoup de la personnalité et surtout des intentions. Donc, sans doute que ce qu'on vient chercher, alors c'est peut-être ce côté un peu décalé aussi, parce qu'un vrai sémiologue, il est un peu barré, mais c'est normal, ça fait partie de sa culture et de sa vie. On est imprégné aussi de cette culture de la déconstruction, parce que une des grandes figures de la sémiologie, c'est Roland Barthes, et justement, il avait écrit un ouvrage que vous avez peut-être lu, qui est assez connu, les mythologies, et donc il s'était amusé, lui, à déconstruire tous les signes qui l'entouraient, et donc là, à ce moment-là, on est dans les années 60, donc ça va être la déesse de Citroën, mais ça va être aussi le steak frites, et ça va être aussi la couverture de Paris Match, et donc lui, il s'amuse à déconstruire tous ces systèmes-là pour dire, mais regardez, en fait, de manière sous-jacente, il y a l'idéologie, alors lui, il lui donnait un nom, il disait c'est l'idéologie petite bourgeoise, mais qui s'exprime, et donc moi, dans ma pratique, dans ma manière de faire, je suis forcément dans ce regard de déconstruction et de dire ah ça vous ne l'avez pas vu mais il y a ça derrière. Donc je pense qu'on vient peut-être chercher chez moi ce regard un peu particulier mais cette patte un peu décalée et pas toujours politiquement correcte parce que je considère aussi que si on fait appel à mes services c'est pas pour aller dans le sens forcément de ce qu'on a envie d'entendre. Bon c'est pas toujours facile mais ça à la limite ça me concerne moi, c'est ma partie, mais voilà ce regard décalé parce que c'est la discipline qui veut ça et puis bon moi j'aime bien être un peu taquine aussi donc ça fait partie de ma personnalité. Alors si on a envie de venir chercher ce côté taquin chez toi, comment on fait? Quels sont les accompagnements que tu proposes du coup? Parce que je sais que tu commences aussi à la conférence. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais proposer à une entreprise qui a besoin de tes services? Quelque part, par où on commence en fait? Alors c'est vrai qu'il y a plein de formats tout à fait différents parce que comme tu le disais, il y a de la conférence. Il y a de la conférence des fois devant 100, 200 personnes, des fois c'est devant 50 personnes, et puis des fois c'est plus du petit groupe. J'ai déjà fait des conférences devant des petits groupes de 30 personnes. Après ça peut être aussi de la formation, donc là on peut déployer. Alors c'est vrai que moi je suis assez énergique et j'ai un petit peu plus de mal à faire des formations qui vont durer des jours et des jours. J'aime bien les formats quand même assez courts. Je dois avouer que je prends beaucoup de plaisir à avoir basculé sur du distanciel aussi parce que là justement je peux plus prendre le temps aussi de rentrer dans le détail, d'expliciter et d'aller à mon rythme et d'aller plus ou moins vite et les gens ils mettent sur pause ou ils s'arrêtent, ils reprennent après, donc ça j'aime bien ce côté aussi à la carte. Et puis parfois ça dépend aussi de la taille du corpus. Alors le corpus c'est tous les matériaux qu'on va analyser, donc si j'ai une marque et ça m'est arrivé qui vient me voir et qui me dit bah voilà je veux comprendre quelle est notre évolution depuis 10 ans, alors là faut regarder 10 ans de publicité, donc c'est des corpus qui peuvent être assez conséquents et puis parfois non ça va être juste sur une communication. Voilà, tout ça est un petit peu à la carte et puis ça dépend de ce qu'on cherche, mais c'est vrai que je définis beaucoup mon approche en fonction de ce corpus, du matériau qu'il y a à analyser, en définitive. Ok, je comprends. Alors, tu es aussi auteur, tu as écrit de nombreux livres. J'ai une question pour toi. Quel est celui, finalement, qui permet de te découvrir le mieux dans tout ce que tu as écrit ? Ah, alors c'est très difficile ça comme question, parce qu'en fait il y a un petit peu de moi forcément, mais tu vas découvrir ça toi aussi, parce que tu as écrit ton premier là, et donc peut-être il va y en avoir d'autres après. C'est vrai que en fait on met toujours une partie de soi, une facette de soi, mais très différente. On va dire celui qui a le plus marché au début, c'était le caméléon, la stratégie du caméléon. Là on va peut-être percevoir tout ce qui est de l'ordre des stratégies, d'adaptation, de négociation par rapport à l'autre, et moi c'est parce que voilà, j'étais mal armée je pense au démarrage. Donc il m'a fallu passer par cette compréhension-là. Donc c'est sans doute cette dimension-là qu'on trouve dans le caméléon. Peut-être que dans Anti-Bullshit, on trouve plutôt le côté sémantique, parce que je vais beaucoup parler de la propagande et de comment on manipule, mais à travers les mots. La question de la post-vérité aussi. Donc là, c'est peut-être le côté, voilà, plus le sens des mots, l'histoire des mots, un côté peut-être aussi plus universitaire. Il est peut-être un tout petit peu moins accessible. Et là, le dernier qui m'a peut-être fait plus marrer, c'était ce que les gestes et les mots disent des autres, parce qu'il y a ce côté où je m'intéresse aux personnalités vraiment toxiques et les cons, quoi. Voilà. Donc comment tu les repères, comment tu passes ton chemin assez rapidement. Et j'avoue que voilà, je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Il y a à la fois le côté très sérieux, puis le côté un peu plus déconnant, puis le côté voilà, qui teste. Ok, super. Alors, est-ce que tu pourrais, issu de ton livre ou pas d'ailleurs, nous donner quelques astuces justement pour repérer, une ou deux astuces pour repérer des personnalités toxiques ou des cons, comme tu dis, ou enfin voilà, quelqu'un qui est pas agréable ou en tout cas qui serait un peu nuisible dans la relation à l'autre? Oui, alors il y a plusieurs aspects. Alors évidemment, on va pas pouvoir tout déployer là. Alors il y a la stratégie du menteur, mais
Mais ça, le menteur, je mets ça un peu à part parce qu'il nous faudrait des heures, mais c'est passionnant parce que ça se joue à la fois sur le niveau verbal et puis sur le niveau non verbal. Alors je vais quand même en parler un petit peu puisque j'ai ouvert la porte, ça serait quand même mal poli de la refermer de suite, mais surtout ce qui est détection de la fraude par exemple et du mensonge. C'est vrai que tu as des grilles de lecture, et certaines que j'utilise qui sont vraiment intéressantes et qui s'intéressent à la place des pronoms dans la phrase par exemple. C'est vrai que tu as des témoignages de gens, ah oui le bébé il criait beaucoup, bah oui mais si c'est le tien, pourquoi est-ce qu'à un moment donné du récit tu vas être en distanciation par rapport à ça? Donc c'est des petites astuces comme ça qui peuvent interpeller et qui sont intéressantes, mais sur les aspects peut-être plus angoissants et pénibles dans la vie d'une entreprise et donc les collègues qu'on doit se farcir. C'est vrai que le côté passif-agressif, je trouve ça vraiment très intéressant, assez visible quand même. Donc des gens qui, l'air de rien, en fait, vont lancer des pics assez désagréables. Là, ce qui est observable, c'est la non-congruence entre la personne qui va dire « Ah oui », qui va soi-disant dire des choses positives, et dire « Non mais je rigole, ou je dis ça, c'est marrant, etc. » Et puis tout le non-verbal qui lui va être beaucoup plus dans cette violence-là, qui en fait essaye d'être contenu, mais la personne n'y arrive pas forcément. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'incongruence entre une agressivité qui en fait est perçue, et vous avez raison de la percevoir parce que va y avoir beaucoup de colère, parce que va y avoir des froncements de sourcils, parce que va y avoir de l'agressivité autour de la bouche, etc. Des débits de parole qui vont être assez denses, et avec un décalage entre un verbal qui va dire « Mais non, je vais très bien, mais non, je suis pas en colère, mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» Voilà, c'est ce genre d'aspect-là qu'on peut observer. Et puis un dernier pour la route, dans les cons, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, le pervers narcissique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais j'avais fait la différence, et j'en parle aussi dans le livre, mais avec le con bossy, j'aime beaucoup ce terme anglais et américain qui reprend la personne qui se prend pour le boss et va beaucoup écraser les autres. Donc tout ce qui est les postures très conquérantes, mais aussi dans des petites phrases cinglantes du type oh, vraiment, mais on peut compter sur personne ici. Enfin voilà, mais c'est des trucs, moi, voilà, je me vois bien dire ce genre de choses, tu vois. Donc en fait, chacun on a un con qui dort au fond de nous, et voilà, je nous invite à nous libérer. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je fais passer le test pour qu'on découvre, voilà. Mais tu vois, c'est tout de suite plus sympa quand on s'en rend compte, et puis quoi, on le dit. Mais moi, ça serait le combo aussi. Voilà, je me retrouve bien là-dedans, tu vois, de pas vouloir déléguer, vouloir tout faire tout soi-même. Les autres, c'est des abrutis, comprennent pas assez vite. Je vois bien, quoi. Donc tu te retrouves aussi un peu dans le profil. Ok. Merci en tout cas pour ces astuces. Merci pour ce partage, Elodie. Donc si j'ai bien compris, tu restes disponible pour échanger sur un modèle conférence, un modèle formation avec un modèle formation digital à venir, tout nouveau, pour 2025. Donc on a l'exclusivité là pendant ce podcast. Et puis d'autres accompagnements plutôt portés là sur le conseil et sur le sens. Exactement, ouais. Tout à fait. Super. Merci Elodie, merci beaucoup pour ce partage. Merci Virginie, merci à vous. Alors bien sûr, tu restes disponible pour poursuivre les échanges, et puis vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page du podcast ou nous contacter directement par email. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Vous pouvez aussi en attendant retrouver toutes nos ressources sur le site apostrophe.fr onglet ressources, et je vous dis à bientôt, au revoir.